L'appel de la forêt. Jack London, lu par Équilivre, livre audio. « 3. Buck prend le commandement. Suite. Parfois, étendu devant le feu, en regardant danser les flammes, immobile mais non endormi, il lui semblait avoir veillé jadis, près d'un autre homme tout différent du métis écossais. Cet homme-là, couvert de poils, les cheveux longs, proférait des sons inintelligibles, en scrutant l'obscurité d'un œil inquiet. Puis il cédait au besoin de repos. Et il semblait à Buck qu'il protégeait encore le sommeil de cet homme, accroupi près du feu, la tête sur les genoux, contre des bêtes féroces dont il voyait les yeux danser dans la nuit. Ces visions disparaissaient à la voix brutale du métis, et Buck se levait et bâillait pour feindre d'avoir dormi. Le convoi de la poste, travail éreintant pour les chiens, les avait mis en piteux état lorsqu'ils arrivèrent à Dawson. Il leur aurait fallu, là, un repos d'une dizaine de jours, ou d'une semaine au moins. Mais 2 jours plus tard, la caravane chargée de lettres pour le dehors redescendait les pentes du Yukon. Les chiens étaient fatigués, les conducteurs grognons, et pour comble de malchance, il neigeait tous les jours, ce qui rendait la voie plus difficile, les patins plus glissants, et imposait aux chiens une fatigue plus grande, malgré les soins que leur prodiguaient les hommes. Chaque soir, les bêtes étaient pansées les premières, mangées avant les hommes, et aucun conducteur ne se couchait avant d'avoir examiné et soigné les pattes de son attelage. Mais toutes ces précautions n'empêchaient pas leur force de diminuer. Depuis le commencement de l'hiver, tirant de lourds traîneaux, ils avaient fait plus de 1800 miles, et ce travail forcené aurait eu raison du plus vigoureux. Buck résistait malgré sa fatigue et tâchait de maintenir la discipline parmi ses camarades épuisés. Billy geignait et gémissait toute la nuit dans son sommeil. Joe était plus grincheux que jamais et Sol Lake devenait inabordable de l'un ou de l'autre côté. Dave souffrait plus que les autres, étant atteint d'une maladie intérieure qui le rendait morose et irritable. Lorsque le camp était établi, il se hâtait de creuser son nid dans la neige, et son conducteur devait lui apporter sa nourriture sur place. Une fois hors du harnais, il ne bougeait que pour reprendre le lendemain matin. La douleur lui arrachait des cris si dans les traits il lui arrivait de recevoir un choc, par suite d'un arrêt brusque, ou de se donner un effort en démarrant. Son maître l'examinait sans pouvoir trouver la cause du mal. Bientôt tous les autres hommes s'intéressèrent à son état. Ils en parlaient au repas, le discutaient en fumant, les dernières pipes de la veillée, et enfin tinrent une consultation sur son cas. Dave fut apporté près du feu, et on se mit à le palper et tâter jusqu'à lui arracher des cris perçants. On ne trouvait rien de cassé, mais il existait sûrement un désordre interne impossible à découvrir. Quand on atteignit Cassiar Bar, le malheureux chien était si faible qu'il tomba plusieurs fois dans les traits. Le métis fit arrêter le convoi et détacha le malade de l'attelage pour mettre Sol Lake près du traîneau, afin de laisser Dave se reposer en marchant dans la voie tracée par les véhicules. Mais celui-ci, malgré sa faiblesse, furieux d'être écarté de son poste, grondait pendant que l'on détachait ses traits, et se mit à hurler douloureusement en voyant Sol Lake à la place qu'il avait occupée si longtemps avec honneur. La passion du trait et de la route le tenait. Et malade à la mort, il ne voulait pas qu'un autre chien prît sa place. Quand le traîneau démarra, Dave s'élança dans la neige qui bordait la piste, essayant de mordre Sol Lake, se jetant contre lui pour le faire rouler dans la neige et s'efforçant de se glisser près du traîneau, pleurant de chagrin et de souffrance tout à la fois. Le métis tenta de le chasser avec son fouet, mais le chien restait insensible à la mèche, et l'homme ne se sentait pas le cœur de frapper fort. Dave refusa de marcher derrière le traîneau, dans un chemin facile et persistant à courir sur les côtés que la neige molle lui rendait plus pénibles, il acheva de s'épuiser. Il tomba et resta à la même place, hurlant lugubrement, tandis que la longue file des véhicules le dépassait.
Par un dernier effort, il réussit cependant à se relever et à les suivre en chancelant jusqu'à un arrêt qui lui permit de revenir à son traîneau, aux côtés de Sol-Lek. Le conducteur s'étant arrêté pour emprunter du feu à un de ses camarades et allumer sa pipe, voulut à son tour faire repartir ses chiens. Ceux-ci démarrèrent avec une remarquable facilité et tournèrent la tête en s'arrêtant tout surpris. L'homme le fut aussi. Le traîneau n'avait pas bougé. Il appela alors les autres pour leur faire constater que Dave avait rongé les 2 traits de Sol-Lek et se tenait devant le traîneau, à sa place habituelle. Ses yeux imploraient la permission d'y rester. L'Écossais était embarrassé. On répétait autour de lui qu'un chien pouvait très bien succomber au chagrin de se voir refuser le travail qui l'a épuisé. Chacun citait des exemples de chiens blessés ou trop vieux pour tirer et réduits au désespoir dans cette condition. Tous ajoutaient qu'il était charitable, Dave étant sûrement près de mourir, de lui donner la joie de finir ses jours sous le harnais. Il fut donc attelé de nouveau et s'efforça, tout fier, de tirer comme avant, mais sa douleur intérieure lui arrachait des cris involontaires. Il tomba plusieurs fois, et retenu par les traits, reçut le traîneau sur le corps, ce qui le fit boiter. Mais il tint bon jusqu'au camp, où son conducteur lui fit une place à côté du feu. Le lendemain matin, il était trop faible pour marcher. À l'heure de l'attelé, il arriva par des efforts convulsifs à se remettre sur pied, chancela et tomba de nouveau, son arrière-train étant paralysé. Il tenta de rejoindre en rampant ses camarades qu'on harnachait et fit ainsi quelques mètres, puis ses forces l'abandonnèrent tout à fait, et quand ses compagnons le virent pour la dernière fois, il était étendu sur la neige, haletant et cherchant encore à les suivre. Puis on l'entendit hurler tristement quand les arbres de la berge les dérobèrent à ses yeux. On arrêta alors le convoi. Le métis écossais retourna lentement sur ses pas jusqu'au campement récemment quitté. Les hommes cessèrent de parler. On entendit un coup de revolver. Le conducteur revint rapidement. Les fouets claquèrent, les clochettes tintèrent gaiement, les traîneaux battirent la neige. Mais Buck et les autres chiens savaient ce qu'il s'était passé derrière les arbres de la rivière.